Donc, bonjour à tous et merci Bonjour. d'être connectés avec nous ce matin pour ce café visio spécial communication sur les réseaux sociaux, la stratégie d'influence et le contenu. Donc, merci à Anouk. Je vais te laisser te présenter, Anouk, et te lancer. Ça marche, merci beaucoup Chloé. Bonjour à tous, enchantée. Je suis Anouk, donc je travaille à l'agence Wonderful à Montpellier, qui est une agence de com 360. Et je m'occupe donc de tout ce qui est stratégie réseaux sociaux et influence marketing. Donc ça fait un peu plus d'1 an et demi maintenant que je suis arrivée à l'agence. Et avant, j'étais chez Publicis à Paris. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu. J'ai prévu un support, mais c'est vraiment histoire que vous ayez des éléments visuels, etc. Mais n'hésitez surtout pas à m'interrompre ou à poser des questions pendant la présentation. Hein. Le but, c'est vraiment qu'il y ait de l'échange. Donc, ce n'est pas juste une présentation en descendant de ma part. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Il n'y a aucune question bête. Je ne sais pas du tout à quel niveau vous connaissez l'influence marketing ou les réseaux sociaux. Donc, vraiment, je suis là pour y répondre et pour vous aider si vous avez la moindre question. Donc aujourd'hui, on va parler non seulement des réseaux sociaux et de la stratégie d'influence, mais surtout en fait du contexte actuel et de donner un petit peu les clés, de voir comment nous, à l'agence, on a accompagné nos clients en fait dès l'annonce de la crise et du confinement pour continuer à publier sur les réseaux sociaux, continuer à faire des opérations d'influence marketing, etc. Donc, ce que je vais vous présenter, il y a pas mal de cas qui sont des cas que nous avons menés à l'agence, mais il y a aussi des exemples autres, d'actions d'influenceurs ou d'autres marques, pour vous donner un petit peu une idée de ce qui se fait et de comment les différents clients ou les différents influenceurs ont un petit peu abordé cette crise, chacun de manière assez différente. La première question qu'on s'est posée, nous, en fait, dès l'annonce du confinement, donc au-delà, bien sûr, on est tous partis en télétravail, on a réussi à bien s'organiser à l'agence pour tous garder une activité et d'être le mieux possible chez soi pour continuer à accompagner nos clients comme il le fallait. Mais la première question que beaucoup de clients nous ont demandé, c'est est-ce qu'on stoppe complètement le fait de parler sur les réseaux sociaux ? Parce que bien sûr, on a des clients très divers. Hein. On a du tourisme, on a de l'agroalimentaire, on a de la santé au travail. Enfin, voilà, on a vraiment des clients très divers. Et c'est vrai qu'il y a des prises de parole qui paraissaient un petit peu, même plus qu'un petit peu, complètement superflues par rapport à l'activité qu'il y avait et le contexte. Donc certains se sont dit, voilà, on va arrêter complètement de parler parce que les gens n'attendent pas en fait de nous qu'on prenne la parole sur des sujets comme ça, on n'est pas légitime et on ne se voit pas continuer à parler sur des sujets un peu plus superflus. Nous, ce qu'on leur a dit, c'est qu'en fait, il ne faut pas arrêter de communiquer, mais il faut juste adapter sa communication au contexte et à la crise. Donc ça, on a plusieurs façons de le faire. Hein. Selon les clients, de toute façon, on n'a pas une méthode qui va pour tout le monde. Chaque client va un petit peu s'adapter et réfléchir à comment prendre la parole. Mais je vais vous montrer, par exemple, 3 exemples de ce que nous, on a pu mettre en place. Donc, sur certains clients, le but, c'était vraiment de rassurer les utilisateurs et de garder le contact avec eux pendant cette crise. Sur d'autres clients, ça allait plutôt être de diffuser les bonnes pratiques. Et sur d'autres, où il y avait vraiment pas de légitimité à prendre la parole sur un sujet autre, ce serait de continuer à divertir et inspirer les abonnés pendant une période où ils se retrouvaient chez eux, souvent en galère avec les enfants, faire l'école à la maison, s'occuper pour ceux qui n'avaient plus d'emploi, etc. Donc voilà, comme je disais, c'est vraiment pas un sacerdoce qui vaut pour tout le monde, mais nous, en tout cas, c'est les exemples qu'on a mis en place et qui ont bien fonctionné. Donc, je vous ai mis des exemples pour chaque point. Donc, tout ce qui était rassurer, garder la proximité, ça s'est posé pas mal à tous nos clients qui étaient dans l'agroalimentaire, puisque bien sûr, les activités alimentaires continuaient. Donc, eux continuaient à assurer une activité,
Mais pour cela, il fallait aussi rassurer les abonnés en leur disant qu'on prenait en charge donc, tout ce qui était mesures d'hygiène, bien sûr, mais aussi santé des employés et comment un petit peu leur expliquer comment on allait s'organiser dans les jours, semaines qui allaient arriver. Je vous ai mis l'exemple d'Il était un fruit. C'est une entreprise montpelliéraine qui fait des fruits et légumes séchés, donc, ou comme snacking ou comme apéro. Du coup, donc bien sûr, c'est une entreprise alimentaire qui a continué pendant la crise. Donc eux, en fait, on a posté tout de suite dès les premiers, voilà, c'était le 17 mars, donc c'était dès le début de l'annonce, pour rassurer les gens en leur disant vous inquiétez pas, nous on est toujours là, on se serre les coudes, on continue à être solidaires, on met tout en place pour bien sûr respecter toutes les mesures de sécurité, donc vous pouvez continuer à acheter nos produits. Et dans un deuxième temps, on a même incité à acheter du coup en ligne et plus aller en magasin. Donc ça, c'était l'exemple qui était un fruit. Maintenant, l'exemple de Pink Lady, qui est un de nos clients à l'agence, donc on s'occupe de leur compte en Europe. Donc on a 4 comptes Instagram et plus de 22 pages Facebook dans toutes les langues et dans tous les pays d'Europe. Donc là, très vite, nos 3 pays producteurs ont été touchés par la crise, à savoir la France, l'Espagne et l'Italie. Donc on a rassuré aussi sur le fait que les personnes en station respectaient bien les mesures d'hygiène, etc. Qui continuaient à assurer tout le service, qu'on mettait en place un système pour les protéger eux aussi, pour ne pas qu'ils soient exposés. Et surtout, un petit message de soutien donc à toutes les équipes qui travaillaient, que ce soit équipes en station ou alors les producteurs qui aussi ont un petit peu souffert de cette crise. Ensuite, diffuser les bonnes pratiques. Donc là, ça concerne spécialement on avait des clients qui se mêlaient bien au sujet puisqu'on travaillait pour l'EPALS, qui est un système de santé au travail qui est situé à Montpellier. Donc là, le but avec l'EPALS, ça a été de créer un carnet de bord en fait, qui accompagnait à la fois les dirigeants et à la fois les personnes qui devaient continuer à travailler chez eux pour leur donner un peu des bonnes pratiques. Donc autant tout ce qui était gestes barrières de sécurité, de sécurité et d'hygiène, mais aussi des bonnes pratiques, par exemple, de télétravail. Donc là, en l'occurrence, on a mis en place une série de postes dans la jungle du télétravail avec l'aventurier qui est donc la personne qui se retrouve en télétravail chez lui et qui n'a peut-être pas forcément l'habitude de l'être. Donc en donnant des astuces un petit peu, donc c'est des astuces que donnaient les PALS bien sûr donc aux gens qui venaient les voir pour aborder tout cela au travail, mais là, il faut mettre les mêmes astuces en télétravail. Donc, par exemple, il y avait des petits tips sur le fait de mettre un double écran, de où positionner le clavier, où positionner l'écran, etc., pour continuer à garder un mode de télétravail bien adapté. Donc ça, on a fait toute une série de posts. Je crois qu'il y en a un qui sort par semaine et ça va continuer tout au long du confinement. Et enfin, sur d'autres clients, donc on avait clairement pour but de continuer à inspirer et de divertir les personnes qui se retrouvaient chez elles et qui, du coup, passaient beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux. Donc là, je vous ai montré Pink Lady tout à l'heure, où on a fait des posts pour soutenir la filière et montrer un petit peu la mobilisation. Mais sur Pink Lady, on a aussi mis en place un système, donc dès le 19 mars, au lieu de poster habituellement, on postait 1 à 2 posts par semaine, très très tournés naturalité, cycle de vie du verger, cycle de vie de la pomme, etc. On mettait de temps en temps bien sûr des recettes, mais ce n'était pas du tout la priorité, entre guillemets, les contenus majoritaires. Là, du coup, on a changé de stratégie et on a vu avec nos clients pour tout de suite réagir et mettre en place en fait un post quotidien avec chaque fois, donc c'était des petites, voilà, ça c'est le post qu'il annonçait, en disant tous les jours à partir d'aujourd'hui, on va vous proposer soit une recette très simple à faire avec ce que vous avez dans votre placard, soit une recette un peu plus élaborée si justement vous avez le temps de cuisiner et que vous voulez faire vos courses en amont, voilà, on vous donne tous les ingrédients à acheter pour qu'on vous y faire vos courses, soit bien sûr des recettes à faire avec vos enfants. Donc on a la chance d'avoir pas mal de contenus qui étaient dispo soit sur le site, soit via les influenceurs avec qui on travaillait, soit par d'autres biais. Donc on a essayé de récupérer tout ça, d'en faire une vraie base de données, de tout traduire dans tous les pays, parce que du coup on s'adresse, donc on a Pink Lady Europe, mais on a aussi 3 comptes Instagram pour les pays producteurs, et d'adapter chaque fois donc, les contenus qui correspondaient à chaque pays.
On a aussi proposé à notre client de mettre gratuitement, en fait, ils ont un site de fidélité, un club de fidélité d'ailleurs, où les gens rentrent leur code qu'ils récupèrent sur les pommes. Et en fait, contre ces points, ils peuvent acheter des dotations. Donc là, on a mis en ligne gratuitement des dotations qui étaient habituellement payantes, entre guillemets, avant, qui étaient, donc ça peut être des coloriages, des kits d'activités manuelles, des sets de table à télécharger, enfin voilà, des choses qui pouvaient un petit peu intéresser et divertir les enfants. Et du coup, c'est ce que vous voyez, donc, par exemple, le set de coloriage, là. Donc, on a mis tout ça gratuit dans tous les pays qui étaient en confinement. Et du coup, on faisait des posts pour leur dire, voilà, si vous voulez aller télécharger ce kit de coloriage, vous pouvez aller le faire à cette adresse. Et on a pris un rythme de poste quotidien, ce qui a donc demandé pas mal un petit peu voilà, d'organisation de notre côté, parce que ce n'était pas forcément ce qu'on faisait d'habitude. Ensuite, je voulais parler donc des influenceurs pendant cette période, parce que c'est vrai que c'est un petit peu délicat. On a eu des questions, est-ce qu'on continue à garder des opérations d'influence, de promouvoir des produits, promouvoir des expériences, etc. dans ces moments-là. Forcément, tout ce qui a été opération, visite, expérience et rencontre, ça a été bien sûr décalé. Après, on a ou switcher des opérations qui demandaient à aller en magasin ou, voilà, ou avoir des actions autres en les remplaçant en total digital. Soit on a carrément créé des nouvelles opérations d'influence en fonction des projets qu'on développait à côté. L'avantage des influenceurs pendant une période comme celle-là, c'est que déjà, forcément, plus de gens les regardent puisqu'ils ont une audience qui est démultipliée du fait que les gens passent plus de temps chez eux et donc plus de temps sur les réseaux sociaux. Ensuite, c'est des personnes qui ont une vraie proximité avec leurs abonnés et qui, du coup, vont permettre de diffuser le message d'une façon plus authentique et plus engagée. Donc, les personnes vont être submergées d'informations en ce moment, entre les fake news, toutes les tweets, etc., qui arrivent sur la mise à jour toutes les minutes du nombre de morts, des nouvelles mesures à prendre en compte, etc. C'est des gens qui peuvent rassurer les personnes, leur permettre de penser à autre chose aussi, clairement. Donc, c'est aussi ce qu'on va voir dans l'onglet divertir et inspirer. Mais c'est aussi surtout des personnes qui peuvent être un vrai support pour des opérations de solidarité et d'entraide. Donc, ça a été le cas vraiment. On a vu une très, très forte mobilisation des influenceurs sur des sujets comme ça. Et ça permet des fois d'avoir beaucoup plus de force et d'importance qu'un média classique. Donc, j'ai mis des exemples pour diffuser un contenu authentique et engagé. Moi, j'ai l'habitude de travailler chez Wonderful depuis plus d'1 an avec beaucoup de micro-influenceurs parce que je trouve que ça colle plus à ma vision de l'influence. Moi, je viens des relations presse, donc j'ai l'habitude d'avoir un relationnel avec les personnes avec lesquelles je travaille et de vraiment créer un lien sur le long terme. Je ne fais pas d'OP one-shot, voilà, c'est pas trop dans ma vision de l'influence. Donc, je continue à faire la même chose avec les influenceurs de la région. Donc, je les rencontre avant de travailler avec eux, on discute de leurs envies, etc. On essaie de réfléchir à des actions et des opérations qui aillent vraiment du sur-mesure avec eux, ce qu'ils ont envie de faire et ce qu'attendent leurs abonnés. Et du coup, dans ces périodes de crise, on se rend compte que des relations avec des influenceurs comme ceux-là, c'est vraiment très, très qualitatif parce que justement, c'est eux, c'est des personnes qui vous connaissent, qui connaissent votre client depuis plus d'1 an. Du coup, si on veut lancer une opération en urgence, entre guillemets, sur des sujets un peu plus profonds et sérieux, c'est vers ces personnes qu'il faut aller parce qu'ils connaissent déjà la marque, ils connaissent déjà les messages à faire passer et leur contenu va être d'autant plus authentique. Je vais vous montrer l'exemple d'Olivia Mailleux avec qui je travaille, qui est blogueuse voyage sur La Fille de l'encre. Et en fait, forcément, elle a l'habitude de partager des posts sur les balades à faire dans la région, ou les voyages à faire en Europe, etc. Elle avait déjà une vision de l'écotourisme et du tourisme régional et local très forte. Forcément, elle s'est retrouvée au moment du confinement avec plus trop de contenu voyage à mettre en avant, à part montrer des contenus, des articles et des contenus qu'elle avait fait en amont. Mais là, on voit que c'est des gens qui se réinventent du coup et qui réfléchissent à d'autres contenus. Donc là, par exemple, cette semaine, elle a sorti un très long article très intéressant où elle a fait témoigner 12 blogueurs voyage pour réfléchir à comment est-ce qu'ils envisageaient le tourisme après l'état du coronavirus et cette période de confinement.
Donc, on voit que les influenceurs se réinventent et peuvent vraiment proposer du contenu très, très qualitatif pendant cette période. Ils peuvent aussi, bien sûr, soutenir des actions de solidarité. Donc là, je vais vous montrer des exemples qui n'ont pas été mis en place avec l'agence. C'était voilà, un petit peu des exemples pour montrer à travers le monde ce qui se passe. Je vous ai mis l'exemple de Chiara Ferragni en bas, qui est donc une des plus grosses influenceuses italiennes. Elle est très, très mode, beauté, lifestyle. Et en fait, elle a eu au tout début du confinement, elle a eu sa grand-mère qui est décédée dans un hôpital à Milan et elle s'est rendue compte en fait de la galère dans laquelle étaient les hôpitaux et complètement surpassée par la situation. Donc en 24 heures, elle a créé une campagne de crowdfunding et elle a récolté plus de 3,5 millions d'euros en une journée pour pouvoir reverser tout ça à l'hôpital de Milan. Donc on voit un petit peu la force de frappe que peuvent avoir des personnes pendant ces moments-là. On a aussi Léna Situation, qui est donc une youtubeuse française qui a appelé toutes les marques avec lesquelles elle a travaillé dans l'année à offrir des produits, voilà, des produits aussi. C'était essentiellement des produits de beauté, tout ce qui était masques, crème pour les mains, etc. Donc il y avait pas mal de Sephora, Clarins qui ont participé en envoyant des cartons entiers, tout ça aux soignants pour qu'ils puissent voilà, trouver un petit peu de réconfort pendant cette période. On voit beaucoup de soignants qui disaient qu'ils avaient la peau complètement irritée par les masques, etc. Donc ils ont fait un petit peu voilà, à leur niveau. Ils ont essayé d'aider un petit peu les soignants dans cette période. On a aussi McFly et Carlito qui ont fait un live toute une journée entière, pareil, pour aider les hôpitaux français. Et on a la plateforme d'influence Call Square, qui a demandé en fait aux influenceurs avec lesquels elle travaillait d'offrir leur influence, de signer un espèce de petit contrat où on peut retrouver la liste de tous les influenceurs qui s'engagent du coup à parler gratuitement de tout ce qui est opération de solidarité visant à, donc, voilà, ou à aider les soignants, à aider les hôpitaux, à mettre en place des actions de solidarité. Nous, à notre échelle, on a pu également observer le pouvoir des influenceurs à ce niveau-là. En fait, on a lancé dès la première semaine de confinement une plateforme avec la région Occitanie pour permettre aux gens de la région de se localiser et de se faire livrer par les petits producteurs locaux. Donc, il y a eu une première vague de référencement auprès des producteurs de la région pour qu'ils s'inscrivent sur le site. Et ensuite, on a communiqué donc, sur la sortie de cette plateforme pour que les gens déjà évitent de sortir de chez eux, se fassent livrer, en plus valorisent le consommé local et aident les producteurs qui sont un petit peu en galère en cette période et qui ont des gros stocks, notamment les producteurs de fruits et légumes, qui se retrouvent avec tout ça sur les bras, qui ne peuvent pas l'écouler. Donc quand on a sorti cette plateforme, l'influence était un peu une évidence parce qu'on a travaillé, comme je disais tout à l'heure, c'est des influenceurs avec lesquels on a travaillé tout au long de l'année, qui soutenaient la région Occitanie et Sud de France notamment. On les activait tout de suite à ce moment-là pour leur dire il faut que vous nous aidiez à communiquer sur cette plateforme, il faut que les gens aillent s'inscrire, il faut que les gens aillent voir ce qui se passe et qu'ils se fassent livrer. On a également fait un focus là-dessus du coup au moment de Pâques, parce qu'on avait beaucoup de chocolatiers du coup locaux qui se retrouvaient un petit peu désemparés. Voilà, c'est des exemples de posts qu'ont fait des influenceurs de la région pour dire voilà, la région Occitanie a lancé une plateforme recensant les artisans et producteurs locaux avec le swipe up en bas, le lien pour que les gens aillent voir un petit peu ce qui se passe et commandent aussi leur chocolat via cette plateforme. Et enfin, donc, le dernier point, c'était bien sûr les influenceurs servent à divertir pendant cette période, à donner un petit peu des astuces. Donc, on a pas mal de gens qui se mettent au sport beaucoup pendant cette période. Donc, on se retrouve avec une quantité de live impressionnant pour essayer de suivre en même temps avec ou ses amis ou alors tous les abonnés des influenceurs, essayer de retrouver une espèce de petite communauté à faire du sport ensemble. On a aussi beaucoup d'influenceurs qui offrent des propositions pour occuper les enfants pendant le confinement, donc activités manuelles, peinture, coloriage, etc. On a aussi beaucoup de cuisine, donc on a pas mal d'influenceurs, de chefs qui se mettent à proposer des contenus quotidiens sur, là on a le bourguignon de confinement, c'est un peu des astuces comme ça pour occuper les gens, les divertir et leur faire aussi penser à autre chose pendant cette période un peu compliquée pour tout le monde. Et petit point que je voulais juste aborder à la fin, bien sûr, il faut faire attention aux dérives, c'est toujours un peu la même chose avec les campagnes d'influence. De toute façon,
on est toujours un petit peu sur les dents là-dessus parce qu'il y a des gens qui peuvent engendrer des dérives et des bad buzz. C'est notamment le cas, par exemple, je ne sais pas s'il y a des adeptes des Marseillais dans la salle, mais pour ceux qui connaissent, on a Benjamin Sama qui a trouvé très pertinent un dimanche soir de faire des stories en disant j'ai trouvé des masques voilà, il n'y a plus de masques nulle part dans les pharmacies. Moi, j'en ai trouvé des super sur un site. En plus, ils sont hyper canons. Le design est trop beau, etc. Je vous invite à aller. Moi, j'en ai commandé 4. Vous aussi, si vous voulez aller en commander, etc. Donc, il a mis le lien du site qui était un lien type AliExpress, hein, donc, avec une conformité européenne sûrement pas confirmée. En plus, je crois que le prix était assez exorbitant. Enfin, c'était plus d'une 50aine d'euros pour des masques. Donc voilà, là, il s'est fait complètement un petit peu... il s'est retrouvé avec des articles, même voilà, ce que j'ai mis en exemple, Le Parisien, Melty, etc. En fait, il a vraiment choqué ses internautes. Il est suivi par beaucoup d'internautes très, très jeunes, très influençables. Et on lui a reproché, en fait, de mettre en avant un site qui montrait des masques complètement... hors du système, qui n'allait pas, et en plus à des prix qui étaient vraiment exorbitants. Donc voilà, lui, pour le coup, il aurait mieux fait de s'en tenir au sport. Donc je ne sais pas si vous avez un petit peu des questions là-dessus, si vous avez des interrogations, si vous êtes demandé, voilà, si vous menez des campagnes d'influence là-dessus, si vous ne connaissiez pas du tout. Enfin voilà, je vous laisse un petit peu échanger. Si vous avez besoin qu'on revienne sur des points aussi, n'hésitez pas. Si vous m'entendez. Oui. Ouais, super. Première question, en fait, c'est en combien de temps vous avez mis en fait cette stratégie en place? Parce que je trouve que c'est vraiment pas mal. Et la question, c'est l'adaptation en fait. Combien de temps il a fallu pour appeler vos clients, regérer la ligne éditoriale, etc. Alors pour les réseaux sociaux par exemple, pour Pink Lady Oui, ouais. exactement, ouais. Ça s'est fait très très rapidement parce qu'en fait, donc on a été confinés, je crois, le 17 ou le 19, 7, ouais, c'est ça, ouais. Le 17. Ouais. Et je crois qu'on sortait les premiers contenus réseaux sociaux le 19. Donc ça s'est fait en une journée. Globalement, en fait, dès qu'on nous a dit qu'on devait aller en télétravail, juste après le week-end, etc., on a commencé à tester un petit peu le terrain auprès de nos clients pour savoir comment eux étaient organisés aussi. Parce qu'il y en a pas mal qui ont été au chômage partiel donc, ou en arrêt de travail. Donc c'était un petit peu... peut-être qu'on n'échangeait pas forcément avec les mêmes personnes que d'habitude aussi. Mais ça s'est mis très très rapidement en place. On a essayé d'être assez réactif là-dessus. On ne savait pas du tout combien de temps ça allait durer. Hein. Honnêtement, sur Pink Lady, on avait prévu des contenus pour 2 semaines. Et puis au bout de 2 semaines, on a refait des contenus pour encore 2 semaines. Là, on refait des contenus pour un mois. Donc voilà, on tâtonne un petit peu. On y va voilà, à tâtons et on essaie d'être le plus agile possible. Mais on a essayé de le mettre, je crois qu'en 2 jours, globalement, c'était mis en place. Ouais. D'accord, ok. Et la deuxième question, c'était par rapport, vous m'avez indiqué aux influenceurs. Et vous, la stratégie, c'est plutôt de travailler avec des micro-influenceurs. En fait, la différence, c'est quoi? C'est une question de volume, c'est ça? Alors, moi, quand je travaille, en fait, j'ai des clients déjà qui se prêtent plus à ce genre d'audience. Parce que j'ai pas mal de clients nationaux, régionaux, ou alors qui parlent, voilà, qui ont des valeurs très authentiques, qui du coup collent avec les micro-influenceurs. Si je travaillais sur L'Oréal, j'irais sûrement pas sur des micro-influenceurs. Ça dépend un petit peu du sujet aussi. Ok. Moi, j'ai besoin d'avoir de l'authenticité, j'ai besoin d'avoir beaucoup d'engagement. Et en fait, plus les influenceurs gagnent en abonnés, plus ils perdent en engagement, forcément, puisqu'ils ont plus de personnes qui les regardent, mais ils ont moins de taux d'engagement. Donc moi, j'ai besoin d'avoir moins de visibilité, mais plus d'engagement. Et en fait, je préfère travailler avec 10 micro-influenceurs pour arriver à une audience de 100 000 plutôt que d'arriver avec un seul influenceur de 100 000. Pour moi, ça demande plus d'efforts, mais c'est quand même plus pertinent en termes de retombées. Et le fait de les rencontrer, c'est quoi? C'est vous c'est une raison personnelle ou c'est vraiment parce que en fait vous préférez avoir le connaître, les connaître et développer ça de manière durable avec eux? C'est complètement les deux. Moi, déjà, je fais beaucoup de veille personnelle pour essayer de voir ce qui se passe, etc., de savoir s'il y a des nouveaux influenceurs qui sont sortis dans la région ou quoi que ce soit.
J'ai aussi une plateforme sur laquelle je m'aide pour l'identification. Par exemple, si j'ai besoin d'influenceurs en Allemagne sur un domaine précis, moi, je n'ai pas les capacités d'aller faire de la veille sur ces sujets-là. Donc, j'ai une plateforme qui m'aide à identifier des influenceurs. Mais pour tout ce qui est influenceurs français, etc., j'essaye au maximum d'être alerte de mon côté perso. Et en plus, je les rencontre en effet pour soit savoir comment ils travaillent et peut-être identifier pendant la conversation en me disant attends, je me rappelle que lui, il m'a dit qu'il aimait, je sais n'importe quoi, il aimait trop aller en vacances à ce coin-là. La prochaine fois que j'ai une OP dans ce coin-là, je vais lui proposer. Ou il m'a dit qu'il aimait trop le chocolat de Pâques. Voilà, le chocolat, la prochaine fois pour l'OP de Pâques, je vais penser à lui. Donc déjà, ça me permet d'avoir beaucoup plus d'infos sur lui, sur sa vie, etc., pour après rebondir plus tard. Et en plus, en effet, c'est le côté relationnel que je préfère entretenir dans le temps. Voilà. Là, la première chose que j'ai fait quand on a été en confinement et quand du coup on a décalé toutes nos OP, etc., c'est envoyer un petit mot à tous les influenceurs avec qui je suis très très proche en mode est-ce que ça va vous? Est-ce que tout va bien? Comment vous continuez? Est-ce que vous faites du télétravail? Est-ce que du coup tu continues à faire du contenu influence? Enfin, voilà, moi, j'apparente vraiment ça à des relations presse de ce que je faisais avant. C'est garder un vrai lien en plus avec ces personnes. Et là, pendant le confinement, la relation avec ces micro-influenceurs, elle est toujours d'actualité ou c'est quelque chose qui est un peu stoppé du fait que c'est un peu délicat peut-être de communiquer pendant cette période-là ou différemment? Non, pas du tout. Il y en a pas mal que j'ai activé du coup sur les opérations, soit pour la région, soit là on est en train de réfléchir à une opération de soutien pour le Siquarium aussi en parrainant des poissons, etc. Donc c'est des gens que je vais réactiver à ce moment-là. Non, je continue à leur parler. On commente. Moi, je suis beaucoup sur Instagram, donc c'est quotidiennement un petit like, un commentaire, une réponse à un DM. Voilà, on continue à communiquer quotidiennement avec eux. Ouais. D'accord. On a une question. Merci Rudy pour cette question. Il y a Fanny qui nous demande qu'en est-il pour la com B2B? Alors, plutôt en B2C, les exemples que tu nous as apportés. Oui, moi j'ai pas mal de com B2C. En fait, c'est mes clients qui font que je fais de l'influence là-dessus. Je ne fais pas d'influence marketing sur du B2B actuellement. Mais pour la prise de parole des réseaux sociaux, je pense que c'est pareil. En fait, quand on voyait avec les PALS, qui s'adressent aussi aux professionnels de santé et pas seulement aux personnes qui sont en télétravail, je pense que c'est à adapter pour chacun, mais pour moi, c'est complètement d'actualité de continuer aussi à prendre la parole en B2B, complètement. Après, pour les actions d'influence marketing, c'est vraiment au cas par cas. Je ne peux pas faire de généralité en disant qu'il faut arrêter ou il faut reporter telle ou telle campagne. Il faut étudier un petit peu le contexte. Est-ce que c'est des influenceurs avec lesquels on avait déjà eu un contact avant? Je trouve ça délicat, moi, de monter une opération maintenant en allant contacter des gens qu'on ne connaît pas. Moi, ça, je n'irai pas forcément le faire. Mais si c'est des gens qu'on a l'habitude qu'on connaît et qui connaissent la marque, je trouve ça plus approprié. Voilà. Mais après, c'est du ressenti et c'est au cas par cas, vraiment. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Non, c'était vraiment très, très clair. Hein, c'était concis, rapide et à l'essentiel. Moi, je bien aimé, ouais. Merci. Justement, en fait, alors c'est une parenthèse, mais c'est quand même, il y a des ressemblances, quoi. On a en fait depuis le confinement en fait monté un podcast pour à notre façon en fait, hein, pour essayer d'apporter de la valeur ajoutée en fait à nos clients qui sont dans une situation certains très délicate et d'autres ça va un petit peu mieux. Et donc on a monté un podcast on interviewe en fait des dirigeants en fait tous les jours. Et on met sur différentes plateformes de diffusion pour leur demander comment ça se passe, l'avant, pendant et comment ils voient l'après en fait. Et donc ma question c'est est-ce que vous pensez que quelque chose comme ça peut se diffuser sur des réseaux sociaux? Et la deuxième question, est-ce que vous seriez intéressé à être interviewé en fait? Ça dure une demi-heure. On n'enregistre que le son, hein, c'est un podcast. Alors, soit on peut le faire de deux manières, parce qu'on a eu un psychologue en fait qui a été interviewé, et lui, il a plutôt amené des solutions, des idées en fait pour aider en fait les dirigeants en fait à passer cette période
pour certains difficiles. Ou soit sinon, ça peut être voilà, comment moi j'ai géré ça au travers de mon agence. Voilà, qu'est-ce qu'on a mis en place, tac, tac. Et après, quelques petits conseils. Voilà, c'est ma question du jour, quoi. On l'a appelé le point positif, hein, parce qu'il n'y a rien de négatif. Dans chaque situation, il y a toujours du positif à retenir. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu amener quelque chose de positif, en fait, à cette situation qui est un peu particulière, quoi. Ouais, c'est top comme idée. En plus, on voit l'émergence du podcast dans une période comme celle-là, Ouais. c'est énorme. Donc c'est une très bonne idée d'avoir fait ça et avec plaisir, oui, bien sûr, pour y participer. Et Ok, sur votre super. question de le diffuser sur les réseaux sociaux, alors je ne sais pas, si vous avez des réseaux sociaux propres à votre structure. Oui. Aujourd'hui, c'est quelque chose que, en fait, ça s'est vraiment développé de manière très rapide. En 48 heures, on a tout lancé. Et donc, aujourd'hui, on utilise des réseaux sociaux qui sont soit professionnels. Par exemple, j'ai un compte LinkedIn, mais qui est à destination d'une clientèle très ciblée, en fait. Donc, on les communique parce qu'ils sont quand même liés. Ce sont des experts comptables. Et donc, les experts comptables aident aussi les entreprises à sauver, en fait, leur entreprise. Donc, c'est une petite reconnaissance qu'on leur fait. Mais aussi, pour l'instant, on le met sur une page Facebook personnelle où j'ai pas mal de gens qui nous suivent. On a un groupe pas Instagram, on a un groupe WhatsApp, 200 personnes en fait qui influent en fait, qui donnent de la visibilité en fait à ce à ce podcast. Mais là, il y a une personne qui va arriver en fait lundi pour essayer de lui donner plus d'envergure en fait et plus de visibilité. Mais voilà, c'est quelque chose qui commence à bien marcher. Hier, on a eu plus de 1000 personnes qui ont écouté les podcasts. Donc, on se dit qu'il y a un engouement. Et donc, voilà, on a envie d'essayer d'aider. On a interviewé hier une agence de voyage. Alors, vous imaginez cette situation, hein, c'est compliqué pour elle parce que tout est annulé là pendant les 6 prochains mois. Mais elle a quand même elle avait quand même une bonne humeur et elle a quand même trouvé des solutions. Et elle m'a dit que voilà, il y a 3 trucs qui l'ont fait qu'elle s'est réveillée en disant il faut que j'arrête de me lamenter sur mon sort. Et dans les 3 trucs, il y avait le podcast. Elle écoutait tous les jours et ça l'a donné une envie en fait de se dire allez, maintenant on arrête et on y va, quoi. Donc voilà, l'idée c'est essayer de voir un petit peu juste après vous en fait à 9h là, j'ai un rendez-vous avec des étudiants justement en fait qui travaillent sur ce projet. Okay. Pour essayer de voir un petit peu comment on peut le professionnaliser et comment on peut essayer de lui donner plus de visibilité qu'il y a aujourd'hui. Voilà. Ok, ça marche. Bah, pas de souci, on pourra. Ouais, avec plaisir. Si vous voulez, juste après. Ouais, super. Merci beaucoup. Juste une petite question, s'il vous plaît. Oui. Comme on vous l'a fait remarquer, c'était très, très, très axé sur le B2C et c'est normal par rapport à votre activité. Maintenant, vous êtes comme nous, je pense, sur LinkedIn, vous voyez les posts sur LinkedIn. Qu'est-ce que vous pensez des différentes communications qu'on voit arriver sur LinkedIn, profiter du Covid, ceci, etc., qui sont des communications très opportunistes? Quel est votre retour dessus par rapport à tout ça? Vous voyez des propositions opportunistes sur LinkedIn, ouais. Vous avez des exemples ou... Parce que... Vous allez sur LinkedIn, dès que vous êtes en B2B, vous avez tout un tas de sociétés qui vous proposent leurs services, qui sont en train de vous proposer leurs services, sans compter tous les envois de mails qu'on peut recevoir sans arrêt par rapport à tout ça. Alors moi, personnellement, j'en ai pas trop vu. Alors peut-être que je ne sais pas si les gens que je suis sont pas dans ce truc-là. Mais en effet, je pense qu'il faut pas... je pense que c'est très, très mal vu de prendre ça comme opportuniste. J'ai vu, par exemple, qu'il y avait une marque de lunettes qui s'appelle Paulette qui disait pour toute lunette achetée, vous recevez 2 masques chirurgicaux en cadeau, entre guillemets, dans l'achat de votre truc. Donc, en gros, ils poussaient les gens à acheter les lunettes à ce moment-là parce que c'était le moment où on était en pénurie de masques. Donc ça, en effet, c'est clairement une communication qui s'est un petit peu fait dézinguer. Donc moi, oui, je pense qu'il faut être il faut y aller très délicatement là-dessus et vraiment peser un petit peu le poids un peu des paroles là-dessus. Moi, j'ai pas trop vu, dans mes contacts en tout cas, c'était beaucoup plus d'actions de solidarité qui demandaient aux personnes, voilà, de mettre en avant des cagnottes ou quoi que ce soit destinées aux soignants, mettre en avant des actions, aller cuisiner pour les soignants, les amener à l'hôpital, etc. Mais j'ai pas trop vu
de prise de parole opportuniste. Alors, je ne sais pas... en tout cas, moi, je trouve ça malvenu, clairement. Et je trouve que c'est délicat de le faire sur un réseau comme LinkedIn. Mais si jamais vous avez un exemple à nous montrer ou que vous me ressortirez plus tard. Je me permets de rebondir, parce que du coup, c'est moi qui avais posé la question tout à l'heure. Pardon. Effectivement, voilà, nous, on est sur vraiment un public en B2B. On est dans l'IT, les objets connectés, et on a une grosse partie de notre chiffre d'affaires qui est fait en France, mais également à l'international. Et donc, on fait beaucoup de veille sur nos concurrents internationaux, et notamment comment ils communiquent là-dessus. Et c'est vrai que je pense qu'on a vraiment deux façons de faire très différentes en France et à l'international. Que ce soit des entreprises américaines ou autres, moi j'ai vu énormément de publications justement qui poussaient en avant. Alors bon, là par exemple, on est beaucoup sur des solutions de tracking et de sécurité. Donc il y en a beaucoup qui poussent en disant effectivement utiliser notre solution de tracking pour savoir s'il y a un collaborateur dans telle salle de réunion ou dans telle pièce des bureaux. Utiliser nos produits ont été utilisés par le gouvernement pour voilà, mettre en place des solutions de tracking des malades, par exemple. Et c'est vrai que nous, on a un peu du mal à se positionner par rapport à tous ces messages, parce qu'effectivement, voilà, on a vraiment cette sensation en France, on trouve ça opportuniste, et je pense que c'est aussi notre culture qui veut ça. Mais par contre, à l'international, les entreprises n'hésitent vraiment pas à communiquer là-dessus. Et c'est vrai que du coup, c'est pas forcément évident d'arriver à trouver le bon message, à continuer de communiquer sur nos solutions ou nos produits, en sachant que voilà, aujourd'hui, le digital est du coup le seul moyen qu'on a, puisque tous les salons étaient annulés, tout ça, et sans pour autant paraître opportuniste. Et c'est vrai que je rejoins la personne qui a rebondi. C'est pas évident de savoir quel message avoir. Et je pense qu'en B2B, il y a quand même des problématiques, sachant que ça reste aujourd'hui les seuls leviers finalement de communication qu'on peut conserver, quoi. Ok. Oui, mais nous, on a eu le même genre de débat. Excusez-moi, Anne. Et pour abonder dans ce que vient de dire Fanny, je regardais dans ma boîte mail, hier j'ai reçu un mail d'une société, un emailing d'une société, de cabinet de recouvrement pour besoin de trésorerie, récupérer vos impayés. Oui, moi j'en reçois plein des comme ça, ouais. Alors moi, je me permets d'intervenir là-dessus justement parce que nous aussi, on est en B2B, on est un cabinet de conseil en management de l'innovation, stratégie de l'innovation. Et c'est posé la question puisqu'on avait exactement le cas que vous venez de décrire, c'est-à-dire des gens des concurrents qui faisaient du mailing à nos clients notamment pour leur proposer de recouvrer plus rapidement leur crédit impôt recherche dans le cadre des mesures qui ont été prises. Donc, c'est posé la question, que fait-on ? Nous, on a décidé de faire aucun démarchage là-dessus. Donc, moi, je m'occupe de la communication. Je trouvais exactement comme vous l'avez dit, je trouvais ça très malvenu. Donc, on a fait le choix plutôt de faire une communication sur nos clients qui prennent plein de mesures solidaires. Donc, on en a pas mal, en fait. On travaille avec EDF, on travaille avec des entreprises de la région. Et de mettre en avant ces initiatives qui sont au service de la lutte contre le coronavirus. Et je dois dire que ça a été le post qui a le mieux marché sur LinkedIn depuis, je pense, la dernière année, depuis mon arrivée dans l'entreprise. Clairement, ça a été très, très efficace en termes de visibilité. Mais ça ne m'étonne pas, hein. C'est une très bonne idée d'avoir fait ça. Oui. Je pense qu'en effet... Je note l'idée. Après, je pense que c'est aussi adapté pour chaque marché. Nous, on ne communique pas de la même façon en Italie, en Allemagne, au Danemark ou en France, sur LinkedIn par exemple. Mais on a quand même une valeur de marque globale qui fait que si la marque prend position sur des mesures comme celle-là, nous, on évite absolument de la moindre polémique. Enfin, vraiment, c'est un moment où tous les gens sont rivés sur les réseaux sociaux, où tout va se voir. Donc, si on peut éviter tout ce qui peut être mal pris, malvenu ou opportuniste dans ces moments-là, je pense que c'est clairement ce qu'il faut faire. Non seulement ça, et puis j'ai aussi le sentiment, c'est ce que vous disiez aussi sur l'accumulation d'informations quand même très
négative, on n'y peut rien. Hein. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je pense que ça peut finir par peser aussi sur les entreprises, d'avoir cette espèce de climat complètement délétère. Et là, c'était l'idée de dire, bon, ok, vous êtes en train aussi de souffrir, hein, on en a conscience, mais regardez aussi ce que vous faites de super bien. Et on a eu des bons retours de nos clients là-dessus qui disaient, merci aussi de dire qu'il y a des choses qu'on fait bien en ce moment, quoi. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Je pense que c'est intéressant. Mais nous aussi, donc Anne de Bailly, moi je travaille pour Aviseo, qui est une société de services informatiques spécialisée dans la data. Et nous aussi, on n'a pas de stratégie, on est une petite entreprise, hein, de stratégie de communication bien établie, on est vraiment pas très bon, hein, mais on fait ce qu'on peut. Et on a eu un débat interne par rapport à ça, de dire, nous, on peut apporter des choses aux entreprises qui ont des choses nouvelles à gérer, dû au télétravail, dû à la difficile accès des données par les réseaux, etc. Mais c'était communiquer là-dessus, un peu délicat, de dire, voilà, c'était un effet d'aubaine. On a eu un débat interne par rapport à ça. Et donc, on a fait quand même un peu light. On a juste dit, on est mobilisé, on est là, on est en télétravail. On a mis des photos de nos bureaux en télétravail. Enfin, voilà, on a fait très, très léger. Mais là, on a une autre problématique, c'est que nous aussi, on a une entreprise en difficulté parce qu'on a pas mal de clients qui ont stoppé les contrats. Et donc là, on a un certain nombre de développeurs qui sont sur le carreau. Et l'idée, c'était de faire un post sur, voilà, on a telle et telle personne actuellement disponible et de mettre ça en avant. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous y prendriez par rapport à ça? Alors peut-être qu'il faut le jouer plus sur le côté on reste à vos côtés pendant la crise, on est toujours là pour vous accompagner, n'oubliez pas que vous pouvez faire appel à nous. Mais je pense qu'il faut quand même y aller de façon assez fine. Je pense qu'il ne faut pas trop montrer le fait que nous aussi, on est en galère, nous aussi, on a besoin de marcher à ce moment-là. Donc, on est toujours là, rappelez-vous. Oui, moi, c'est pour ça que j'étais très frileuse, mais c'est un peu la commande que j'ai pour aujourd'hui. Et du coup, c'est pour ça que je ne suis pas très à l'aise par rapport à ça. On peut le tourner en mode, pendant la crise, toutes nos équipes sont quand même mobilisées. Oui, c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. N'hésitez pas, on peut le tourner plutôt comme ça, en côté accompagnement, mobilisation. Nous, on reste, c'est quand même avec toutes les personnes qui sont en arrêt de travail ou en chômage, etc., c'est quand même aussi juste un message pour dire, nous, on est toujours là si vous avez besoin, sachez qu'on est présent et qu'on peut être mobilisé à tout moment. Voilà. On ne vous pousse pas forcément à le faire, mais sachez qu'on est là si vous avez besoin. On peut plutôt le tourner comme ça. Une réponse qui peut vous aider. Vous m'entendez? Oui, oui. Merci. Alors, moi, je suis Aurore Moser de Specialist Wanted. Nous, on a une plateforme à destination des TPE, des start-upers, des créateurs qui cherchent des compétences qu'ils n'ont pas en interne et on leur propose des services, mais qui sont donnés par des toutes petites entreprises, voire des indépendants. Et de manière générale, on communiquait toujours vis-à-vis de la TPE qui se crée, qui se développe, qui se structure. On avait une communication vraiment tournée client. Quand arrive le confinement, on a reçu immédiatement toutes les inquiétudes de nos spécialistes, qui sont pour la plupart des indépendants ou vraiment des toutes petites entreprises, qui se sont dit, nous, il y a des aides pour les grandes boîtes, nous, on est des tout petits, on va mourir. Et on a complètement changé notre façon d'abord, on s'est pris un gros stress pour eux et on s'est senti, une mission, on a été très stressés pendant 2 jours. Et on a tourné notre communication sur un hashtag de soutenons nos indépendants. Donc, ce qu'on a fait tous les jours, on a envoyé un thème particulier en direction de tous nos clients, nos prospects, tout et sur nos réseaux sociaux, sur des thèmes, un thème par jour, sur des tâches que les entreprises en général, nos clients, ont peu de temps pour le faire généralement. Ce qu'on appelle des tâches froides. En général, durant une période classique, les entrepreneurs viennent nous voir parce qu'ils ont un problème. Ils ont un problème de trésorerie, ils ont un problème ils veulent se faire connaître sur Internet, ils veulent améliorer leurs achats.
Et pendant la période de confinement, ils n'ont souvent plus rien à faire. Et comme le particulier commence à repeindre son plafond, l'entrepreneur commence à se dire qu'est-ce que je pourrais améliorer en long terme. Donc, on a eu des demandes différentes et on a poussé nos spécialistes, mais sur nos réseaux en disant soutenez les indépendants au moment où ils en ont le plus besoin. Parce que si vous avez envie de faire des choses, c'est le moment ou jamais. Il y a des gens sur le carreau aujourd'hui qui sont là pour vous aider et puis en plus qui peuvent livrer de manière, dans un délai très court. Et ça a été super bien pris. D'abord, on a plein d'entreprises qui ont joué le jeu et surtout ça a rassuré nos spécialistes parce qu'ils ont vu qu'on se bougeait pour eux. On essaye de faire un maximum. Alors au début, c'était surtout sur des choses plutôt en site internet. Assez vite, on a eu des besoins sur les professions libérales qui se sont rendus compte que finalement, par exemple, les avocats, que leur site internet ne suffisait pas, qu'ils voulaient avoir des modules de prise de rendez-vous en ligne. Donc, on leur a proposé ce genre de service. Et on a trouvé des indépendants qui pouvaient le faire facilement. Enfin, tout ça nous a permis d'essayer de créer un minimum d'activité et de leur permettre de faire un minimum de chiffre d'affaires pour passer la période. Voilà. Donc, nous, on a changé notre façon de communiquer, vraiment, mais avant, on était vraiment tourné client. D'ailleurs, si vous regardez notre site web, on est entièrement tourné client. Mais là, on a arrêté, on est complètement dans le soutien de nos spécialistes. Voilà. Merci. Merci Aurore. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages, d'autres retours d'expérience, des difficultés que vous avez pu rencontrer sur la communication, sur les réseaux sociaux, comment adapter votre contenu que vous souhaitez partager avec nous? Non. Peut-être Anouk, si tu as un dernier conseil à nous apporter avant qu'on clôture le café visio. Oui, moi je vous conseillerais de surtout continuer à communiquer, mais voilà, le faire de façon réfléchie et pertinente. Ça va de soi, ça va de soi pour nous, mais c'est vrai que c'est pas forcément perçu de la même manière pour tout le monde. Mais surtout de continuer à communiquer, parce que je pense que autant les utilisateurs, les abonnés que les entreprises ont quand même besoin de garder vraiment un contact pendant cette période. Donc, voilà. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup à vous, en tout cas, d'avoir assisté à ce live et merci pour les questions. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.